4 SMAG. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News, bonjour et bienvenue sur le plateau de 4 SMAG, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé et sécurité dans le domaine des bâtiments. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir à ma gauche Dr Abdoulaye Maïga. Il est médecin du travail et conseiller technique en prévention des risques professionnels à l'INPS. À ma droite, Youssouf Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Youssouf, il est expert en santé et sécurité au travail. Chers invités, bienvenue sur le plateau de KTSMAC. Nous allons commencer notre question à ma gauche par une série de questions par Dr Maïga. Dr Maïga, santé et sécurité dans le domaine des BTP, ça veut dire quoi? Rapidement. Ok, merci M. Fascoui. Santé et sécurité dans les bâtiments, d'une manière générale, on appelle ça BTP. Et il fallait d'abord comprendre que la santé et sécurité, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire la santé et sécurité. Et ce n'est que ces stratégies, ces différentes stratégies, ces différentes dispositions que l'on doit adapter au niveau du milieu du travail pour réduire les nuisances liées à l'activité professionnelle. Et dans ce cas, l'activité professionnelle se passe au niveau des BTP. Qui dit BTP dit bâtiments et travaux publics. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la santé et sécurité au travail dans les bâtiments, c'est les différentes stratégies et les différentes dispositions, que ce soit légales, techniques ou médicales, que l'on devrait adopter dans les milieux du bâtiment, surtout que c'est un secteur qui est un peu spécifique pour que les hommes et les femmes qui y travaillent et l'environnement, les matériels soient bien protégés. Merci. Merci, docteur. Sauf vous avez quelque chose à ajouter sur les explications données par docteur Maïga? Non, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur ce plateau. Donc, ce que le docteur a dit, vraiment, je pense que c'est l'essentiel. D'après Neboche, c'est des disciplines diverses qui servent à limiter ou à supprimer les effets nuisibles du travail sur l'être humain et son environnement. Donc, que ce soit les aspects santé physique, mentale, etc. Donc, c'est vraiment ça la définition. Donc, c'est tout simplement une discipline qui permet de gérer les risques professionnels de manière à prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Merci, Youssouf. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que M. Koulibaly est notre expert du jour. M. Koulibaly, il a un diplôme IDP à Neboche, c'est bien ça. Et vous êtes aussi lead auditeur en ISO 45001. D'accord. Et docteur Maïga, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, c'est en France bien sûr, annonce que le secteur du BTP enregistre plus d'accidents graves. Pourquoi autant de risques et d'accidents dans le secteur des BTP? Alors, quand tu dis bâtiment et travaux publics, tu parles d'une activité où il y a la construction, des opérations de construire, des opérations de démolition, des opérations de rénovation et des opérations de transformation. Sur des ouvrages, soit on est en train de construire l'ouvrage, soit on construit le bâtiment, soit on est en train de construire l'hôpital, soit on est en train de construire l'aéroport, soit on le rénove, soit on le démolit, soit on le transforme. Alors ça, il y a beaucoup de risques qui sont liés à ça, dans la mesure où beaucoup d'acteurs y interviennent. Et ces acteurs qui interviennent sont de plusieurs spécialités, plusieurs employeurs, plusieurs entreprises qui ne proviennent pas du même endroit. Et c'est le secteur qui emploie encore la main-d'œuvre la plus importante et la moins qualifiée.
alors que les risques sont très très importants. C'est un secteur qui demande une certaine pression dans la mesure où des délais sont donnés. On peut donner un bâtiment qui doit prendre 6 mois pour son chantier, on te demande de faire ça en 3 mois. Ou bien l'opérateur il a besoin de faire ça très vite pour aller entamer un autre chantier. Donc voilà beaucoup de conditions et de conditionnalités qui font que ce secteur est le secteur le plus accidentogène, même en République du Mali. Nous, au niveau de l'Institut national de prévention sociale, où nous recevons les accidents de travail formellement déclarés et répertoriés et avec des statistiques à l'appui, nous voyons que le secteur du bâtiment est très loin en accident devant le secteur industriel et le secteur commercial. Donc c'est le premier secteur accidentogène en République du Mali. Et ça ne m'étonne pas que dans les autres secteurs, et surtout que nous sommes dans un pays sous-développé, un pays qui est en train d'être construit. Et tout est là pour être construit. Donc, c'est pour cela que ces chiffres-là sont très, très devant les autres secteurs. Et c'est pour cela qu'il faut mettre l'accent sur les moyens pour essayer vraiment de limiter ce nombre d'accidents de travail et de maladies professionnelles que nous constatons de plus en plus dans ce secteur. D'accord. Docteur Maïga, et si on vous demande de faire l'état des lieux de la SST dans le domaine des BTP au Mali? Je rappelle que vous êtes un des membres fondateurs de la SOMAS. La SOMAS, c'est la Société de médecine du travail du Mali, qui est un acteur incontournable aujourd'hui dans le cadre de la promotion de la santé et sécurité au Mali. Le travail, disons. Voilà. Donc, si vous me demandez de faire l'état des lieux de la santé et sécurité au travail dans les bâtiments en République du Mali, vous allez m'amener d'abord à parler d'abord de la qualification du personnel. Et tantôt, je vous disais que nous sommes devant un personnel moins qualifié. Vous allez la qualification des matériels, les machines, les trucs. Donc, il se trouve que les outils sont moins adaptés par rapport aux travaux. Et là où, par exemple, il faut certains filets de sécurité, vous voyez que les échafaudages et beaucoup de mesures de prévention ne sont pas prises. Il se trouve que les textes au niveau de la République du Mali, que ce soit au niveau des entrepreneurs ou bien que ce soit au niveau même de la politique nationale de santé et de sécurité au travail, sont largement en retard, notamment en ce qui concerne les inspections. Donc, d'une manière générale, l'état des lieux de la santé et sécurité au travail dans les bâtiments au Mali n'est pas luisant. C'est tout ce qu'on peut dire à ce moment. Ok, merci. Monsieur Koulibaly, vous avez quelque chose à ajouter? Je rappelle que vous intervenez aussi dans une entreprise minière qui est en pleine construction. Donc, parlez-nous un peu de la SST dans le domaine des BTP, et particulièrement dans le secteur des mines. Oui. Ok, merci beaucoup. En fait, comme le docteur a dit, c'est que le secteur de BTP, c'est le secteur le plus accidentogène. Non seulement accidentogène, mais aussi les cas de mortalité sont beaucoup plus fréquents dans ce domaine. Selon certaines statistiques que j'ai reçues au niveau de l'OIT, il y a 108 000 cas de mortalité seulement que dans le domaine des BTP par an dans le monde. Donc, et aussi, ça fait 30% des accidents professionnels qui sont mortels dans le monde. Et surtout, dans les pays industrialisés, la possibilité pour une personne de travailler de mourir en travaillant dans le domaine de BTP est de 3 à 6 fois plus, 3 à 4 fois plus élevée que les autres domaines. Et dans les pays tiers-monde où on n'a même pas un système assez solide de prévention, c'est autour de 3 à 6%, à 6 possibilités de mortalité. Donc, c'est juste pour souligner la criticité
du domaine. Et surtout, cela est dû à certains risques majeurs qui sont reconnus dans le monde entier et qui sont qu'on peut retrouver presque 3 à 4 types de risques majeurs qu'on peut trouver dans le domaine du BTP. La première des risques majeurs, c'est la chute, le travail à hauteur, les chutes. Mais aussi, il y a l'élevage avec des charges lourdes et sans compter les mouvements des véhicules, etc. Et donc, voilà. Et souvent, le travail dans les espaces confinés, etc., où sans les précautions, les gens peuvent facilement mourir. Donc, c'est ça un peu les risques. Dans le domaine des mines, c'est à peu près la même chose. On construit les infrastructures d'usines. On enregistre le plus souvent des cas de mortalité les plus fréquents dans ce domaine. Parce qu'avant que les structures ne soient suffisamment solides, la probabilité de faire un accident est très élevée. Aussi bien que les constructions de routes et souvent même la carrière. D'accord. Mais vous avez les 30% dont vous venez de faire référence, ça c'est au niveau mondial ou... Mondial, oui. Mondial, ok. Et si on essaie de ramener ça en Afrique, le pourcentage sera élevé? Ça va être élevé parce que, comme vous le savez, la santé et la sécurité, ça a beaucoup commencé d'abord dans les pays développés. En l'occurrence, avec le développement des progrès scientifiques et techniques, les industries, etc., ça a commencé en Occident, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Donc nous, on commence à rentrer là-dedans avec l'avènement des sociétés minières, sinon on ne parlait pas beaucoup. Le docteur peut peut-être me corriger. Donc on est en retard, en un mot. Donc ça veut dire que les statistiques, si on le fait correctement ici, sauf que ce n'est pas le cas, les données sont mal... on n'a pas suffisamment de données pour faire des calculs réels, mais c'est sûr que ça va doubler ça, moi je dirais. Ça sera autour de 60% pour les BTP. Rares sont les domaines, les entreprises dans le domaine des BTP qui sont un peu structurées et qui ont même quelqu'un qui s'occupe de la santé. C'est rare. Ouais. Peut-être, je dirais, 5% des entreprises des BTP. Donc, ce qui fait que c'est sûr que le pourcentage des accidents dans le domaine des BTP en Afrique, et spécialement en Afrique subsaharienne, ça doit être très élevé, que 30%. D'accord. Ouais. Docteur Maïga, il a parlé un peu des... je ne sais pas, les risques majeurs dans le domaine des BTP. Il a parlé des chutes, il a parlé aussi des charges d'élévation. Voilà. Moi, je voulais que vous approfondissiez ça. Oui, malheureusement, comme il vient de le dire, l'informel prédomine ici. Ouais. Et le BTP est presque une activité qui est dans l'informel. Si vous savez qu'au niveau du Mali, l'informel occupe à peu près 80% à 85% de la population, et vous savez, le BTP alors, est le secteur le plus informel de presque tous ces secteurs. Alors, pour se reconnaître un peu qui sont dans les BTP. Qui sont dans les BTP. Okay. Alors, les BTP, ça regroupe tout un grand monde. Un grand monde. D'abord, depuis les fouilles, les terrassements, alors intervient ce qu'on appelle les gros engins, les grilles et les grosses machines de terrassement. Après, il y a ce qu'on appelle les charpentiers qui sont là pour les structures en béton. Intervient encore les maçons, intervient encore ceux qui font les carreaux, intervient encore ceux qui font l'électricité, intervient encore ceux qui font les plombiers, intervient encore ceux qui sont là pour la peinture. Alors, et intervient ceux qui font les vitres, et voilà, donc ceux qui font les serrures, et ceux qui font les tuyaux, ceux qui font les ascenseurs pour monter et descendre. Donc, quand on dit BTP, c'est tout un monde. Et regardez ce monde. Alors, tout ce monde affronte tous les jours des risques. Ils affrontent des risques souvent parce qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont obligés de travailler ensemble, alors, mais qui n'ont pas les mêmes visions. Donc, ils peuvent avoir un télescopage entre eux-mêmes. Ça, c'est déjà un facteur. Mais nous avons quand même essayé de comprendre tout ce phénomène en les classant entre 5 gros risques à 6, d'une manière générale. Et Dr Coulibaly vient de parler de risque de chute. Ouais. Effectivement, ça c'est
les plus grands risques, le risque et les risques les plus fréquents, les risques de mortalité. Okay. Soit c'est les travailleurs qui chutent, ou bien c'est un objet qui chute sur les travailleurs. Alors, donc ça c'est les grands risques, les risques aigus. Ça donne ce qu'on appelle les fractures et la mort. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les risques chroniques. Ça c'est de la risque chronique. C'est que dans les BTP, on est obligé souvent de prendre des positions. On est obligé de se contorser. On est obligé de faire des mouvements, des rythmes, de cadencer. Donc tout ça là, ça agit sur l'organisme. Et ça donne ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, choses qui sont vraiment très répertoriées. Et dans le deuxième type de risque que nous rencontrons, qui est le gros risque de majeur, c'est surtout les risques physiques. Et les risques physiques, ça, les bruits. Et là, les grosses machines avec leur bruit, et vous savez, chaque fois que le bruit dépasse 85 décibels, ça peut aller à donner ce qu'on appelle souvent de l'agressivité. Les personnes deviennent agressives, ils sont stressés, nerveux, et puis ils peuvent développer des maladies telles que l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a à côté de ce bruit, il y a ce qu'on appelle les vibrations, et les vibrations aussi qui sont transmises du moins par ces machines au corps des individus, et ces vibrations finissent par donner toujours les troubles musculo-squelettiques. Alors, ce sont des individus, dans les BTP, en général, on travaille à l'air libre, on travaille au soleil, on travaille au froid. Et ça, quand ils travaillent au soleil, c'est des gens qui transpirent, c'est des gens qui sont déshydratés. Et la déshydratation donne aussi des maladies. Et c'est ça les risques professionnels dont nous sommes en train de parler. Que quand les BTP se passent dans des zones très froides, ça donne des maladies telles que les angélures. Ça, c'est des maladies des extrémités des os qui sont causées. Donc, il se trouve que souvent, dans les grands travaux, tels que les travaux de pont, les gens sont obligés, il y a certains qui sont obligés de se mettre en profondeur. Donc, il y a des variations de pression qui peuvent affecter carrément le corps, et il peut avoir aussi ce qu'on appelle des électrocutions, parce qu'ils travaillent avec des groupes électrogènes, avec de l'électricité pour tout ça. Donc, à côté, il y a aussi les risques chimiques. Ça, c'est le troisième groupe de risques. Les risques chimiques, ça, c'est des polluants qui sont suspendus dans l'air sous forme de vapeur, sous forme de fumée, sous forme de brouillard. Et vous savez, ces risques chimiques, le problème, c'est quoi? C'est des substances qui peuvent traverser la peau pour se retrouver dans les sangs. Ils peuvent se faire respirer pour se retrouver dans les poumons, et ils vont provoquer des cancers. Ils vont provoquer des problèmes de glycémie au niveau du sang. Et surtout, ils vont provoquer ce qu'on appelle des dermatoses. C'est surtout dans les BTP qu'on rencontre beaucoup de gens qui ont des dermatoses de peau avec des peaux qui sont malades. Et en général, beaucoup se retrouvent au niveau comment on appelle l'Institut Marchou, alors que ce sont des maladies professionnelles liées au ciment. Donc, il y a dans les bâtiments, heureusement, maintenant, les gens commencent à comprendre qu'il y a une espèce de produit chimique qu'on appelle l'amiante. L'amiante est utilisé pour isoler, pour des isolations. On le trouve surtout dans les freins des véhicules et les freins souvent des motos. Ce sont des fibres très fines qui sont capables de provoquer des cancers des poumons. Voilà, et c'est dans les BTP que ces choses, donc les allergies et beaucoup d'installations. Alors, quand on dit TP, travaux publics, il y a le goudron. Et je crois que, docteur, vous qui avez travaillé beaucoup dans ces pays, vous avez vu que le goudron, ceux qui sont en contact avec les vapeurs du goudron, développent beaucoup de dermatoses au niveau de la peau. De la peau. Donc ça, c'est le troisième chose du groupe de risques. Et les risques biologiques qu'il ne faut pas oublier, surtout c'est les ferrailleurs. Ça, c'est les risques de tétanos, les gens qui peuvent vraiment développer beaucoup de trucs de tétanos. Et les BTP aussi a la particularité de regrouper un ensemble de personnes ensemble. Donc, quand le regroupement dit échange de contagion
donc nous sommes dans des périodes de Covid-19, et ainsi de suite. Ça favorise, ce sont des choses qui favorisent ça. Et en général, les BTP provoquent le stress environnemental, parce que ce sont des forêts qu'on déplace pour faire des goudrons, ce sont des forêts qu'on déplace pour faire des maisons. Souvent, il y a des êtres qui vivent là-bas, tels que les animaux, tels que les serpents, tels que les abeilles. Donc, c'est peu souvent qu'il y a des attaques par rapport à cette situation. Donc, sans parler des risques organisationnels, donc dans toute organisation, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le stress, la violence, le sort, voilà, l'alcool, la drogue, la prostitution, ainsi de suite. Donc, les BTP favorisent tous ces risques dont je viens de parler sont présents dans les BTP. Imaginez, dans le secteur informel, au Mali, sur combien de chantiers sont déclarés au niveau de l'INPES? Combien de chantiers, quand ils commencent l'INPES au courant, combien de chantiers disent qu'à l'INPES, je suis en train de commencer pour que l'INPES puisse être gagné? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce sens par rapport à la répression? Parce qu'il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête. Ouais. Il est temps qu'on arrête. Et il est temps qu'on arrête. Bon, il y a ce qu'on appelle la politique nationale de santé et sécurité au travail, qui se donne les moyens pour pouvoir contrôler toute cette situation. Mais je crois qu'avant ça, l'État a ses propres inspections. L'inspection du travail, normalement, on ne doit pas démarrer un chantier si vraiment l'inspection du travail ou bien les services techniques de l'État ne sont pas au courant. Et c'est ce qui se passe. Même ici, à Bamako, il y a beaucoup de chantiers qui n'ont même pas l'autorisation de construire. À plus forte raison, aller dans le sens de la santé et de la sécurité au travail. Voilà. Donc vous voyez que c'est un problème, ce BTP dont on parle, c'est un problème. Ok. Vous êtes optimiste? Vous pensez qu'on va pouvoir renverser la Non, tendance? je suis vraiment optimiste parce que j'ai été un peu témoin et pionnier de toutes ces situations en République du Mali. D'accord. Il y a 10 ans, là où nous sommes aujourd'hui, on n'était pas là. Et je crois qu'il nous manquait une masse critique de personnes, de ressources humaines. Dieu merci, il y en a. Il nous manquait une volonté politique. Dieu merci, c'est en train de venir. Je pense bien que si chacun joue sa partition, et vous aussi, à CAT SMAG, vous êtes en train de faire la promotion, la communication, pour que les gens puissent savoir quels sont les risques, quels sont les problèmes qui sont autour du BTP. Donc tout ça, ça nous manquait il y a quelques années. Aujourd'hui, on est sur les chemins. Donc qui vit à l'espoir. Merci, docteur. Monsieur Koulibaly, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces risques? Alors ça, c'est une très bonne question, mais une question aussi la réponse va demander beaucoup d'informations. Okay. Alors, comment gérer les risques professionnels? Donc, la première des choses, il faut qu'il y ait un engagement politique, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, d'abord, qu'il y ait des lois, des règles, des directives qui cadrent déjà les différentes choses. Ensuite, il faut que les entreprises qui évoluent dans le BTP soient contraintes, entre guillemets, de respecter ces lois, ces exigences. Vous savez que l'OIT a une directive très bien élaborée avec 41 chapitres qui englobent pratiquement comment gérer les risques. Que ce soit la disposition organisationnelle, les gens qu'il faut recruter, etc., faire un département, quelle qualification ils doivent avoir. Okay. Parler des échafaudages, quelles sont les exigences, etc., les échelles, les appareils de levage, les câblages, etc., comment faire le transport, etc. Bref, il y a une directive qui a été élaborée par l'OIT, qui a renforcé la Convention 62, je veux dire, avec sa recommandation 53, qui ont été élaborées depuis 1937. Donc cette directive-là donne vraiment toutes les lignes directrices qu'il faut respecter. Maintenant, il s'agit maintenant au niveau national de faire vivre ça, et en plus de la politique nationale, de faire en sorte que les entreprises ils arrivent à adhérer à ça.
Mais au-delà de ça, il faut une organisation structurelle au niveau de chaque entreprise BTP, en créant d'abord un système de management de santé et sécurité, taillé sur les lois et règlements nationaux comme internationaux. Et après, il faut des procédures qui vont être incorporées dans ce système avec tout ce qui est exigence et faire former les employés là-dessus, sensibiliser les employés sur ces différentes procédures et faire le suivi de façon continuelle aussi et mettre toutes les ressources nécessaires. Par exemple, si on doit soulever les équipements avec un appareil, c'est pas avec la main qu'il faut le faire. Donc il faut mettre les ressources. Donc et faire vraiment en sorte que les gens soient bien sensibilisés, qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent aux règles. Donc moi je pense que c'est vraiment tout un processus à mettre en place pour qu'on puisse gérer. De façon spécifique, chaque risque a sa manière de gérer. Par exemple, les risques de chute de hauteur, on le sait, il faut des filets, etc. Il faut s'attacher avec les ceintures de sécurité. Il y a les protections collectives, il y a les protections individuelles. Voilà. Par exemple, un exemple de protection collective, c'est de mettre le filet, par exemple. Mais il faut utiliser les échafaudages et de façon correcte et qui répondent aux normes. La plupart des échafaudages, quand je les vois en passant, vraiment, ça me fait très peur parce qu'ils ne respectent pas les normes. Ce qui fait qu'il y a des accidents très, très fréquents. Et les protections personnelles, les équipements de protection contre la poussière, les gaz, etc. Mais il y a aussi un aspect qui, je voulais ajouter, ça c'est souvent le travail dans les espaces confinés. C'est un aspect que les gens ne maîtrisent pas beaucoup parce que même dans le BTP, rien que dans le plafond seulement, tu peux être en manque d'oxygène. Vous savez que le taux d'oxygène, c'est autour de 21, ou en tout cas, si c'est inférieur à 19,5, le docteur peut le corriger. L'être humain, il ne peut pas bien respirer, tu peux avoir des problèmes. Donc souvent, cet aspect-là est là, ou bien si tu fais la fouille, c'est très profond. Tu peux ne pas avoir suffisamment d'oxygène à l'intérieur. Donc il faut des systèmes, il faut des appareils pour tester l'atmosphère. Bref, il peut y avoir même des endroits où il y a les produits chimiques ou des gaz nocifs qui sont générés. Mais les gens, souvent, ils ne font pas attention, ils rentrent dans ces endroits-là et ils sont asphyxiés ou ils tombent en coma, etc. Donc, bref, il y a tout un processus à mettre en place, à commencer par le système de management de santé et sécurité, les procédures, les ressources, les formations, les sensibilisations, etc. etc. Merci. Docteur, certainement, vous avez quelque chose à ajouter. Voilà, donc vraiment, il a parlé de la gestion. Il a tout dit, mais moi, je vais tenter seulement de donner quelques explications par rapport à la prévention, parce que je suis d'abord chef de service prévention des risques professionnels. Et aujourd'hui, je suis le point focal de l'interafricain de la prévention des risques professionnels, qui regroupe 17 pays africains. Donc, nous avons une politique commune, dont dans les mines, et dans les BTP, et dans le pétrole, dans l'agriculture. Donc, ce secteur, ça nous intéresse beaucoup parce que nous sommes là pour le piloter. D'abord, j'ai essayé de voir un peu en République du Mali si nous avons une tradition de prévention. Et ça m'a amené dans mes recherches à voir que le premier bâtiment en République du Mali a été construit à Gao en 1325-1400. Ça, c'est la mosquée de Gao, par Kankou Moussa. Après, ça en est suivi la construction du tombeau des Askia et la mosquée d'Ingareber de Tombouctou, celle de Guinée et Nyono, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les premiers bâtiments de BTP que notre pays a connus. Mais peut-être que ce n'était pas trop documenté, il n'y avait pas ces méthodes de prévention. Mais ces bâtiments, quand on les interroge, on voit certaines branches de bois qui sont mises à l'intérieur de ces bâtiments, de ces murs, et qui dépassent, qui débordent ces murs. Et ça c'est, quand j'ai essayé d'analyser, j'ai trouvé que c'est une mesure de prévention collective. Donc je me suis dit que notre pays a une tradition de prévention des risques. Ça veut dire que les hommes et les femmes qui étaient là étaient conscients qu'il y a les risques dans ces chantiers. C'est pour cela qu'ils ont mis ce système
d'échafaudage sous forme de branches de bois qu'ils ont incrustées. Au-delà de ça, je constatais que ces bâtiments au nord, il y a des familles particulières qui sont en charge de ça. Okay. Ça veut dire que c'est des gens qui sont expérimentés dans la prévention. Ils savent les risques qui sont là, c'est eux seulement, de père en fils, qui font ça. Alors, il y a une autre tradition de sacrifice. Voilà, ça c'est comme tout bon africain, et ça se passe même ici. Chaque fois que tu veux construire un bâtiment, il faut verser du sang, un mouton, il faut immouler, et voilà. Donc l'histoire des Guinéens on a immolé. Donc ça c'est des mesures de prévention traditionnelles qui étaient là. Donc ça veut dire que quand on interroge l'histoire, on peut se targuer comme quoi on a ces mesures. Mais au-delà de ces mesures, nous sommes dans un monde contemporain où on a des formules. Et ces formules, on nous demande de les appliquer pour qu'ils ne puissent pas avoir des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc parmi ces formules, il y a ce qu'on appelle au niveau des entrepreneurs. On a en République du Mali, il y a des textes autour des entrepreneurs qui demandent à chaque entrepreneur de prendre des dispositions de sécurité. Ça, c'est une loi. Je crois à son article 40 ou c'est pas 4. Il y a une autre loi qui demande à chaque entrepreneur de faire des polices d'assurance pour les travailleurs, vu les risques auxquels ils font face. Quel genre de police? Une assurance complémentaire? Oui, une police d'assurance, okay. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des accidents. Ouais. Donc, pour qu'il y ait des accidents, il faut une prise en charge. Alors, si l'INPS ne prend pas ça en charge, il faut que quelqu'un d'autre les prenne en charge. Donc, ces textes-là existent. Donc, ces entrepreneurs, il faut que les inspections puissent voir est-ce que ces entrepreneurs ils sont dans cette logique. Okay. Parce que les textes existent. Au-delà de ça, il y a des textes internationaux qu'on appelle les conventions. Que les trois conventions les plus célèbres, la convention 155 sur la santé et sécurité au travail, la convention 161 sur les services de santé au travail et la 187 qui parle des cadres formels. Tout ça, c'est des formules dans lesquelles les entrepreneurs peuvent puiser pour pouvoir sauvegarder et protéger les travailleurs. Ouais. Et en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle nos lois nationales. Donc, dans nos lois nationales, que ce soit le code du travail et le code de prévention sociale, qui est une application de certaines dispositions du code du travail, rappelle à l'employeur qu'il est le responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ouais. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle les principes généraux de la prévention. Ça, c'est très simple, que chaque employeur, chaque travailleur peut appliquer. Ouais. Et alors, les 9 principes généraux de la prévention, c'est-à-dire que c'est tellement simple, c'est une formule qui dit il faut alors éviter tout ce que tu ne peux pas, voilà, éviter le risque. C'est-à-dire que si tu n'as pas la compétence de construire un immeuble comme dans lequel nous sommes aujourd'hui, si tu es un entrepreneur, il ne faut pas les prendre. Donc, éviter les risques. Ouais. Ça, c'est très simple. Si tu ne peux pas éviter les risques, il faut l'évaluer pour connaître vraiment quelles sont les conséquences que ça peut donner. Alors, on demande toujours, il faut adapter le travail aux travailleurs. C'est-à-dire que, voilà, il faut se former de la technologie. Il faut former les gens. Il faut privilégier la protection collective à la protection individuelle. C'est ça que venait de dire Coulibaly. La protection collective, c'est ça qui englobe tous les travailleurs. Alors, si là où tu as à choisir entre l'équipement de protection individuelle et l'équipement de protection collective, il faut choisir la collective. Et il faut former les travailleurs. Ça, c'est déjà les principes généraux. Okay. Au-delà de ça, nous rentrons maintenant dans un cadre spécifique qui est le bâtiment. Oui. Là, il y a ce qu'on appelle la prévention technique. Parce que tout ce que je venais de dire, ça c'est la prévention légale. Ouais. Ça c'est les textes. Maintenant, au niveau de la prévention technique, il a déjà ébauché ça. Il a parlé des filets de sécurité, il a parlé des plateformes mobiles, des plateformes fixes,
des plateformes de chariots. S'il y a des travaux de contraintes, il faut les monte-charges, les diables, tout ça là. Ce sont des choses qui permettent de reposer l'homme pour que l'homme ne puisse pas... Voilà. À côté de ça, il y a des équipements de protection individuelle. Là, on ne va pas revenir là-dessus. Ça, c'est le cas, c'est autre chose qu'il a bien de dire. Mais il faut la prévention médicale. C'est ça qui en réalité, qui manque beaucoup en République du Mali. Nous avons vu beaucoup d'entreprises, il y a une ébauche de prévention technique, mais la prévention médicale manque. La prévention médicale, c'est quoi? Dès que tu dois embaucher des types, dès que tu prends des types, il y a ce qu'on appelle la visite d'embauche, la visite médicale d'embauche. Oui. Après une année, il faut la visite médicale périodique. Il faut, en cas d'accident, il faut une visite. En cas de reprise, il faut une visite. En cas d'absence, il faut une visite. En cas de licenciement, il faut une visite. En cas de retraite, il faut une visite. Tout ça, c'est pour voir vraiment s'il y a... C'est-à-dire que si précocement, on peut décéder de troubles voilà, liés à l'activité professionnelle. Donc ça, c'est dans le cadre de la prévention. Alors, au niveau des bâtiments, au niveau des chantiers, il faut ce qu'on appelle des sauvetages secouristes du travail. Parce que ça aussi, c'est très important. Quand vous êtes dans ces chantiers, il faut vous attendre à des accidents. Ouais. Il faut qu'au moins 10% de ces gens-là savent comment réanimer quelqu'un. En attendant qu'il puisse arriver, en attendant que vous puissiez les transférer aux services compétents. Donc, ça, normalement, dans un chantier, il doit avoir 10% au moins des travailleurs qui savent comment assister un blessé ou bien comment assister quelqu'un. Il a parlé d'espace confiné. Comment est-ce qu'il faut les réanimer avant qu'ils n'arrivent à ce niveau. Donc, je peux m'arrêter ici un peu. Voilà. Justement, M. Coulibaly, il a parlé de la protection individuelle et collective. Cela m'amène à poser la question suivante. Quel peut être le rôle des acteurs, c'est-à-dire des fournisseurs et fabricants dans la prévention des risques dans le domaine des BTP? Oui, absolument. En fait, dans le domaine des BTP, la responsabilité, c'est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'employeur, il a dit, il faut un système. Mais les spécialistes qui fournissent, qui fabriquent les équipements aussi de protection, il y a des spécifications, il y a des normes. Il y a des normes que les équipements doivent respecter. Et d'ailleurs, nous, quand on fait les commandes, on essaie de regarder ces normes-là. Et souvent, même sur certains équipements, tu peux faire des petits calculs en fonction de l'exposition ou les agresseurs physiques que tu as, voir si l'équipement est efficace ou pas. Donc, il y a des normes sur chaque équipement. Et donc, au moment où on fait les achats, on doit s'assurer que les équipements répondent aux normes. Et les fabricants aussi doivent s'assurer que les équipements sont bien fabriqués et répondent aux normes. Même les ingénieurs, les architectes qui font les conceptions, même le dosage des choses, les ferrailles qu'on met, tout ça, ça rentre dans la sécurité du bâtiment. Donc, ils ont une responsabilité aussi de s'assurer que vraiment tout se fait selon les règles standards en la matière. Donc, les travailleurs aussi doivent respecter les consignes qu'on les donne, que les employeurs donnent, porter les équipements qu'il faut. Voilà. Ok. M. Maga, vous avez un mot à ajouter par rapport aux acteurs qui sont les fabricants et fournisseurs? Oui, bon, ce qu'il vient de dire, c'est bien ça. C'est surtout les normes. Normalement, au niveau du pays, ça c'est le rôle même de l'État, parce que la santé et sécurité au travail, il y a ce qu'on appelle le rôle de l'employeur, il y a ce qu'on appelle le rôle des travailleurs, mais l'État, lui, il doit vraiment s'immiscer dans ceux qui fabriquent, s'ils sont dans les normes, ceux qui commandent amènent ceux qui sont dans les normes et autres. Donc ça, toujours ça appelle à l'inspection dont j'ai parlé, au CIVI. Au CIVI, voilà. Donc c'est très important. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des textes officiels qui régissent le secteur des BTP? Oui, bien sûr, peut-être il y a des associations qui les gèrent, n'est-ce pas? Vous en savez quelque chose? Peut-être, docteur, au niveau national, je ne sais pas s'il y a une législation spécifique au BTP. Oui, il y en a. Il y a même les architectes, l'ordre des architectes. Il y a l'ordre des architectes. Je venais de parler des dispositions par rapport aux entrepreneurs. Parce qu'on a assisté à quelques
accidents quand même, des immeubles qui se sont effondrés. Voilà, donc là on entendait parler de normes, de professionnels. Je ne sais pas réellement. J'espère qu'ils nous entendent. On aura la chance de les recevoir. C'est les services techniques, ils ont. Exactement. Les services techniques. C'est ça. Voilà. Non, c'est sûr qu'en engineering, les infrastructures sont calculées sur la base des standards, de façon, on va dire, inhérente. Il y a le standard technique. Bon, maintenant, au niveau national, est-ce qu'il y a d'autres règlements de contrôle? Parce que les règlements viennent en appoint maintenant aux standards techniques, parce qu'avant de construire quelque chose. Oui, mais les standards techniques, ça fait partie aussi de la sécurité. Voilà, tout est lié là. Si on a un bâtiment qui s'effondre pour non-respect des dosages. Absolument, c'est ça, j'ai les standards techniques. En fait, normalement, si les standards techniques sont respectés, ça sécurise le bâtiment. Parce que dans la conception, on fait de façon, on calcule toujours de manière sécuritaire. Il faut que la structure arrive à supporter la charge. D'ailleurs, même il y a une matière pour ça qu'on appelle la résistance des matériaux, les calculs des structures et autres. Donc ça permet de s'assurer que ça va tenir. Si ces normes-là, normalement, sont bien respectées, les calculs sont bien faits normalement, ça doit tenir. Docteur, et même l'étude de sol, l'étude de sol, ça fait partie de ces normes. C'est-à-dire que quand ils devraient faire un bâtiment, et alors les ingénieurs prennent le sol pour l'étudier, pour voir comment est-ce qu'il faut implanter. Est-ce que le sol peut supporter tel bâtiment, ou bien sur quelle position, dans quelle position et dans quel confort. Donc, ça devient toujours à ces normes techniques qui contribuent à la sécurité. Parce que on parle de la sécurité et de la santé. Exactement. Voilà. Donc la sécurité, il y a la sécurité du bâtiment. La sécurité du bâtiment, c'est très important. C'est ça. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est investir des millions, et c'est lever le lendemain, les bâtiments s'écroulent. Voilà. Donc ça, c'est l'insécurité, ou bien. Voilà, donc. Ok, docteur Koulibaly, monsieur Koulibaly, le temps qui nous est imparti s'achemine vers sa fin. Si vous avez un dernier mot. Ok, donc vraiment, c'est fut un honneur vraiment de participer à cette émission. Donc, je vous remercie pour ça. Je remercie aussi le docteur pour la compagnie. Donc, moi, je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est que les entreprises doivent considérer la santé et la sécurité comme quelque chose de primordial. Pourquoi? Pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que c'est pour une raison d'éthique. Les gens viennent travailler dans ton entreprise, c'est pas pour mourir, c'est pas pour se faire blesser, c'est pas pour avoir des maladies professionnelles. Donc, ils viennent chercher de quoi nourrir la famille, ils doivent retourner à la maison sains et saufs. Ça doit être la première raison qui doit les motiver à s'intéresser. Deuxième raison qui doit les motiver à s'intéresser à la santé et sécurité au travail, c'est une raison législative. On a dit que les lois maliennes l'exigent. La convention C155 a été signée par le Mali, je crois en 2017 ou 2016. Donc, tout ça exige le respect, enfin, la mise en place du système de management. La troisième raison, elle est économique. Normalement, si les choses se font normalement, après chaque accident, l'employeur a une responsabilité de venir en secours, ou en tout cas ça cause des dégâts, enfin des pertes en termes de... Quand quelqu'un tombe malade, tu vas le soigner, ou encore s'il y a des dégâts matériels, tu es obligé de réparer. Tout ça, tout accident coûte de l'argent. Donc il y a les 3 raisons fondamentales, légales, morales et puis économiques. Donc au niveau national, heureusement qu'on est en train de faire l'observatoire, la politique nationale. Mais je crois que la santé et la sécurité est devenue même un droit fondamental, je crois. Raison de plus, je pense que les entreprises, de plus en plus, ils doivent s'intéresser à la santé et la sécurité pour le bien-être des employeurs et pour le bien-être tout simplement de la population. Je pense que c'est très important. C'est important. Docteur Maïga. Vraiment, comme il vient de le dire, la santé et la sécurité au travail est devenue un droit fondamental. Moi, je dirais même que c'est un droit religieux. J'ai l'habitude de dire que la santé et la sécurité au travail, c'est la partie zakat de l'entreprise.
ça n'engage que moi, la partie sacrée de l'entreprise. J'ai l'habitude de dire à certains employeurs, ce n'est pas la peine d'aller à la Mecque si réellement vous ne faites pas la santé et sécurité au travail dans votre entreprise. La santé et sécurité au travail, ça veut dire quoi? C'est un droit. Et déclarer son travailleur à l'Institut national de prévention sociale, qui est l'INPS, le travail étant jeune, il a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, ce beau vieux jour, il va avoir une pension. C'est son effort. Si vous ne l'avez pas déclaré, il ne l'aura pas. Voilà. Et ça veut dire que vous gardez son argent dans votre poche. Vous gardez l'argent de ces travailleurs dans votre poche. Sachez ça, que vous gardez son argent dans cette poche. Et c'est peu que ce monsieur-là, il venait à se faire blesser, ou bien même mourir. C'est un soutien de famille. Et il n'y a pas la sécurité sociale derrière lui. Qui est responsable sur vous? Et d'ailleurs, il y a le code du travail qui dit ça, vous êtes responsable. Oui. Et vous priez, vous faites les 5 prières quotidiennes. Vous partez à la Mecque. Vous êtes derrière l'imam. Souvent même, vous partez faire même des aumônes, comme vous n'avez même pas demandé. Pendant ce temps, celui qui travaille derrière vous, il a son droit et vous lui refusez ça. Donc, c'est au-delà même du droit fondamental, Dr Coulibaly, c'est un droit religieux. Et je pense bien que les employeurs doivent écouter ça. Ils risquent d'avoir un procès entre eux et les travailleurs devant Dieu demain. Merci. Merci, Dr Maïga. Merci, M. Coulibaly. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Revenez quand vous voulez. J'espère qu'on aura la chance de se retrouver ici pour d'autres thématiques. Inch'Allah. Chers téléspectateurs, c'est tout pour KTS-MAC d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.